Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc entamer ce premier conseil municipal de l'année 2025 qui est traditionnellement consacré au débat d'orientation budgétaire, comme la loi nous l'impose de faire 2 mois avant le vote du budget. Donc, avant d'entamer ce conseil municipal, je vais demander donc à Céline de nous faire l'appel. Puis sur le micro, voilà. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Je recommence pour la peine. Lepros Gilles. Présent. Boucher Catherine. Ben Amar Youssef. Le Batteux Claudine. Digbo Cyril. Mbodj Oursoun qui donne pouvoir à Gilles Le Proust. C'est bien ça. Bro Alexis qui donne pouvoir à Sylvie Morin. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra. Lamar Noureddine. Canua Diabanza, pardon Rémi, je suis désolée Rémi. Ferron Francine. Ah, il n'a pas répondu. Alors je recommence. Canua Diabanza. Rémi, pardon. Ah, ça va jamais. Ferron Francine. David Frédéric. Moi-même, je suis présente. Tessier Véronique. Guillois Jean-Claude. Joanny Caudray. Mabungou Arsène. Morin Sylvie. Nkilua Freddy. Dupuis Camille qui donne pouvoir à Claudine Le Batteux. Malanda Vivien. Camus Grimard Anne. À Georges Sandra qui donne pouvoir à Catherine Boucher. Vincent Thomas qui donne pouvoir à Youssef Ben Amar. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria qui donne pouvoir à Sandrine Anderlé. Frère Pierre Adrien. Anderlé Sandrine. Hernandez Jean-Pierre qui donne pouvoir à Pierre Adrien frère. Géda Brigitte qui donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Et Chevalier Claude qui est absente. Merci Céline. Donc je vous propose de commencer par la délibération numéro 1 qui est un vœu de soutien au mouvement sportif suite au budget des sports 2025. Je passe la parole à Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous allez beaucoup m'entendre aujourd'hui, donc je me chauffe la voix déjà avec un premier vœu. Effectivement, on souhaitait, pour marquer le coup, et en plus on est en pleine préparation du budget, de proposer un vœu de soutien au mouvement sportif, notamment suite à l'annonce de la baisse du budget des sports, qui vient s'ajouter aux premières annonces qui avaient déjà, je dirais, ponctionné le sport et par extension le beau slogan de l'héritage des Jeux qui nous avait été annoncé par le président de la République suite à l'événement sportif qu'ont été les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2025, où je dirais que, ou en tout cas le conseil municipal a été unanime pour dire que ça a été un événement sportif qui a été une réussite, une vraie réussite populaire en France, et que je dirais toutes les déclinaisons locales, et notamment sur Allonne où on a vraiment joué le jeu maintenant depuis 3 ans, de se saisir de cet événement sportif pour faire une vraie fête populaire sur Allonne. Je vous passe tous les détails de tout ce qui a été organisé, mais notamment l'accueil des délégations sportives, les Olympiades sportives, etc. On y avait cru, effectivement, nous les élus, on y avait cru sur le fait que de se saisir de cette dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, on pouvait, je dirais, travailler la question de la cohésion sociale, la question du faire ensemble, la question de, peu importe sa condition sociale, son âge ou son sexe, on pouvait se retrouver autour d'un projet collectif, et le sport, à travers toutes les valeurs que le sport propose, on était, je dirais, à la croisée des chemins de beaucoup de dynamiques positives autour du sport.
Force est de constater que depuis le mois de septembre et la fin des Jeux paralympiques, les annonces notamment de réduction budgétaire, d'une part, témoignent d'une forme de mépris à l'égard du mouvement sportif. Quand je dis le mouvement sportif, je le prends vraiment dans sa globalité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportives et de sportifs de haut niveau qui se mobilisent aujourd'hui sur ces réductions budgétaires. Je pense que c'est important aussi qu'effectivement ces personnes connues et reconnues puissent se mobiliser. Mais avant de parler de championnes et de champions, au bout du bout, tous ces athlètes viennent d'une association, d'une section sportive où ils ont été accompagnés par des éducatrices, des éducateurs, des bénévoles qui donnent de leur temps et qui leur permettent de grandir à travers leur discipline sportive, et après ce sont devenus des champions. Et je crois que cette forme de mépris à l'égard de tout le mouvement sportif et de tous les bénévoles, et notamment sur Allonnes, quand on connaît la richesse du mouvement sportif allonnais, et ben c'était important de marquer le coup à travers ce vœu. On a organisé, suite à la réunion publique autour du budget, comme on s'était engagé, on a souhaité rencontrer toutes les associations allonnaises pour travailler et co-construire le budget avec le mouvement associatif. Et lors de notre rencontre avec la partie sportive, je dirais le mouvement associatif sportif, très vite, les sections et les clubs de la ville nous ont dit par elles-mêmes qu'elles souhaitaient se mobiliser fortement contre ces annonces budgétaires qui ne sont pas uniquement que des chiffres. On pourrait se dire oui, mais ça veut tout et rien dire, 100 millions, 34 millions. Effectivement, ça reste comme des valeurs financières, mais au-delà de ça, c'est quel accompagnement demain pour le sport dans nos territoires, et qui plus est dans les territoires les plus en difficulté socialement, où on se rend compte que pour beaucoup d'habitantes et d'habitants, s'inscrire soi-même ou inscrire son enfant à une activité sportive, c'est la seule porte d'entrée d'un projet collectif. Je m'explique. Sur Allonnes, on fait très attention de ne pas opposer le sport et la culture, et je suis bien passé parce que je milite et j'ai milité pendant de nombreuses années pour que la question de l'accessibilité à la culture pour toutes et tous soit quelque chose de très important. Néanmoins, depuis que je suis adjoint au sport, maintenant depuis le début du mandat, je suis en capacité de dire qu'effectivement, je dirais la porte d'entrée du sport est beaucoup plus simple que celle de la culture, parce que c'est vrai que la culture, il y a encore beaucoup de freins pour de nombreuses femmes et de nombreux hommes de se dire je vais pousser les portes de l'école de musique ou je vais aller voir une pièce de théâtre au théâtre de Chaouet. Néanmoins, sur le sport, on se rend compte que même les publics les plus en difficulté socialement sont en capacité de se dire on va se mettre un peu plus en difficulté, mais j'ai envie que mon enfant fasse du sport, ou moi-même et j'ai envie de m'inscrire à une pratique sportive. Et je crois que là on touche sur quelque chose qui est très important. C'est quand même un élément qui anime la vie municipale d'Allonnes, mais dans beaucoup de villes, et c'est pour ça qu'il y a une forte mobilisation qui s'est engagée partout en France. Notamment sur Allonnes, on a, suite à la réunion publique, décidé de faire passer la tribune qui a été coécrite notamment par l'ANDES, qui est l'Association nationale des élus en charge du sport. À ce jour, nous sommes à un peu plus de 120 pétitions qui ont été signées, mais elle est encore en train de tourner auprès de tout le mouvement sportif de la ville. Donc on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique autour de cette tribune et que ça touche vraiment toutes celles et ceux qui ont fait de la question de la cohésion sociale à travers le mouvement associatif quelque chose de très important. L'autre élément que je voulais dire à travers ce vœu-là, c'est qu'on souhaite s'associer aussi à des assises, des assises nationales qui vont être organisées. Néanmoins, il est proposé que ce soit décliné des assises locales, donc en gros sur 10 villes en France, qu'on puisse se retrouver pour réfléchir ensemble avec tous les acteurs du sport localement et faire des propositions. C'est aussi ça l'objectif, c'est pas uniquement signer des pétitions et dire qu'effectivement le compte n'y est pas fait financièrement. Je crois que les
meilleurs experts pour trouver des solutions aux problématiques du mouvement sportif, ce sont les associations, les sections, tous les actrices et les acteurs du sport. Et il va être proposé que la ville d'Allonnes soit une étape parmi les 10 villes pour ces assises, et qu'on soit associé plus tard sur des assises qui sont un peu plus nationales. Et je crois que ce que le conseil municipal et les conseils municipaux successifs ont réclamé depuis de nombreuses années, notamment que 1% du budget du sport soit dédié, 1% du budget soit dédié au sport, je crois que et encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, il vous est proposé aujourd'hui de valider ce vœu et d'appeler autour de vous cette dynamique. Merci Youssef de cette présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce vœu, Monsieur Cordelet? Oui, chers collègues, bonsoir à tous. Bon, nous, ce vœu, il n'y a pas de souci, on va voter pour, hein, on est tout à fait en phase là-dessus. Après, bon, passer de 0,2 à 1%, bon, ça paraît peut-être un petit peu optimiste, surtout dans les conditions actuelles, parce que au-delà du chiffre de 1%, derrière, il y a la question du financement. Et bon, c'est peut-être là que le vœu a le mérite d'exister, mais peut-être qu'il n'est peut-être pas assez loin, notamment dans les propositions pour financer ce budget-là de 1% qui est proposé. Moi, j'étais à la réunion des associations sportives, pas en tant qu'élu, mais en tant que responsable associatif. Et c'est vrai que les échanges que nous avons eus étaient tout à fait pertinents et intéressants ce soir-là. Et c'est vrai que alors, la question du budget est souvent revenue sur le tapis, mais au-delà de ça, moi, de ce que j'ai pu constater, et j'en ai rediscuté après avec certaines personnes qui étaient présentes ce soir-là après la réunion, au-delà des questions financières, il y avait aussi la question des bras, du bénévolat. Et vraiment, c'est revenu souvent. Et les personnes, en tout cas, qui sont aujourd'hui dans des bureaux associatifs, ont ce sentiment-là que ce qu'elles font actuellement ne pourra peut-être pas forcément être pérennisé, parce que justement, il n'y a peut-être pas forcément de personnes qui sont prêtes à accorder du temps comme elles le font. Et je pense que c'est principalement sur cet axe-là aussi qu'il faudrait, alors sur le côté financier bien sûr, mais aussi sur cet axe-là qu'il faudrait travailler à l'échelle de la ville, mais je pense qu'à l'échelle du pays, c'est pareil partout, parce que vraiment, on le sent dans les associations. Au-delà du budget, voilà, il y a ce manque d'investissement, en tout cas de personnes qui peuvent tout simplement donner un coup de main pour l'organisation de différents événements dans l'administratif, pour rentrer dans les bureaux. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de problème pour trouver des adhérents. Ça, a priori, avec voilà, les différentes actions qui sont menées, il y a des adhérents, mais c'est des adhérents consommateurs. Il y a une personne qui était présente ce soir-là qui a dit ça, qui a dit ce mot-là. Ce sont des adhérents consommateurs qui viennent, qui payent leur licence, qui viennent pratiquer leur sport ou l'activité culturelle, mais derrière, ils ont beaucoup de mal à s'investir davantage, notamment dans les différents bureaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine, quand on regarde la presse locale, où il n'y a pas une association qui existe depuis 10, 20, 30, 40 ans, où les responsables partent parce que voilà, ils prennent de l'âge, et l'association s'arrête. Il n'y a personne pour reprendre la suite. Et moi, je pense que c'est vraiment aussi là-dessus qu'il va falloir vraiment travailler collectivement, parce que c'est derrière la pérennité et l'avenir de nos différentes associations qui est en jeu. Mais voilà, en tout cas, nous, on soutient ce vœu sans problème. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention après cette présentation? Moi, peut-être deux mots sur cette question. La première, sur la question du 1% en perspective. Alors, je rappelle, ce n'est pas une proposition que font les élus d'Allonnes, et notamment Youssef, l'adjoint au sport. C'est une campagne qui est engagée par l'Association nationale des élus au sport, dans leur diversité de sensibilité politique. Alors, bien sûr que on n'est pas utopique, hein, on est réaliste, on sait bien que ça ne passe pas en une année. Mais je pense que poser cette question de cette manière, pour y tendre dans les années à venir, combien d'années, je ne sais pas, ça me rappelle, pour les plus anciens qui sont ici, la bataille qu'ont menée les amis du secteur culturel quand on nous a réclamé 1% pour la culture du budget de l'État. Hein. Tout le monde les prenait pour des doux rêveurs.
c'était obtenu. Et que donc, je pense qu'à l'image de nos collègues de la culture, ça me semble important de donner cette perspective. Pas pour répondre à un slogan, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, effectivement, Youssef fait comme beaucoup d'assemblées générales, moi j'en fais quelques-unes, on voit bien que la professionnalisation des pratiques sportives, notamment sur les encadrants, dès que tu as du résultat, la fréquence et comment dire, l'éloignement pour les déplacements, tout ça a des conséquences immédiates sur les budgets des associations. Vous ne faites pas de dessin, vous prenez l'autoroute, vous allez à la pompe aussi, hein, ça coûte cher. Donc voilà, donc il y a besoin, effectivement, la question du financement est vraiment posée. Après, la question qui est abordée sur la question des bénévoles, alors quand même, oui, c'est vrai qu'il y a des sections, c'est inégal. Il y a des sections, ça se passe plutôt bien, d'autres, c'est plus compliqué, y compris selon les pratiques sportives. Hein. Mais quand même, pour information, on a à peu près sur l'ensemble des sections et clubs sportifs de la ville, on a à peu près 300 membres de bureaux dans cette ville. C'est une richesse extraordinaire. Et qui pratiquent, qui donnent de leur temps pour permettre effectivement que tout se passe le mieux possible. Alors c'est pour ça d'ailleurs, et ça sera réaffirmé, je pense, j'en suis même sûr, par Youssef dans le débat d'orientation budgétaire, malgré le contexte financier, on propose de continuer d'accompagner d'une manière la plus importante possible le mouvement associatif. Et derrière la proposition à laquelle faisait référence Youssef sur les assises nationales, il y a certainement à réfléchir sur une évolution du modèle sportif tel qu'il est organisé dans notre pays. Vous savez que les fédérations françaises sont une délégation de service public de l'État. Et de ce point de vue-là, y compris, c'est l'État qui rémunère les cadres techniques des différentes fédérations. Et puis peut-être qu'en source de financement, il y a énormément d'argent qui est mis dans les paris sportifs. C'était Marie-Georges Buffet d'ailleurs, qui était certainement une des meilleures ministres des Sports ces 30 dernières années, qui avait instauré un pourcentage sur les paris sportifs pour remettre dans le mouvement sportif en direct. Je pense certainement qu'il faut revoir et augmenter le pourcentage pour qu'ils reviennent et pour que ça soit utile quotidiennement. Et puis quand même, il y a aussi, quand je parle du modèle sportif, toutes les fédérations nationales n'ont pas le même vécu. C'est pas pareil d'être président de la Fédération française d'haltérophilie ou d'être président de la Fédération française de foot. Il y en a une qui génère un peu plus de pognon que l'autre. Mais le problème, c'est que celle qui génère beaucoup d'argent, on ne peut pas dire qu'elle soit très généreuse pour les acteurs du quotidien du foot. Parce que si on s'extasie devant la télévision, dans les stades, devant les qualités d'un certain nombre de footballeurs, ce qui est une réalité, en même temps, il ne faut jamais oublier que ces joueurs, avant d'être joueurs qu'on voit à la télé, ils ont souvent commencé par des clubs comme la GSA Foot, Rouillon, le Villaret, j'en passe des meilleurs, je vais prendre tous les clubs de foot du département, aussi bien ruraux que urbains d'ailleurs, mais souvent d'ailleurs beaucoup en milieu urbain. Et aujourd'hui, ça ne colle pas, le mode de fonctionnement dans ce secteur-là. C'est que, alors que ça génère énormément d'argent, c'est complètement nécessairement fléché sur le sport pro. Ben non, il faut réfléchir. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les fédérations aujourd'hui qui ont des ligues professionnelles, où il faut trouver un équilibre. Et là aussi, je refais référence à Marie-Georges Buffet, qui a toujours refusé, comme ça peut se passer aux États-Unis notamment, de séparer le monde pro du monde amateur. Ça serait la pire des choses qui pourrait arriver dans notre pays. Parce qu'en gros, le monde pro, il bénéficierait de tout l'apport des associatifs et des collectivités. Parce que vous savez que les deux principaux, il faut toujours le rappeler, financeurs du sport, ce sont les licenciés eux-mêmes et les collectivités, les communes. Pas les collectivités en général, les communes. 70% du financement. Vous voyez, donc voilà, donc c'est pour ça que ce vœu, moi je me félicite qu'on va passer au vote, mais il est important et Youssef faisait une proposition, je suis pour, y compris dans ce vœu, on retienne, c'est que si nous sommes sollicités pour être une étape d'une étape départementale ou locale des assises, des futures assises nationales, je propose que nous disions OK, parce qu'on a cette pratique, on a cette expérience, on a des acteurs associatifs sportifs qui sont remarquables,
qui donnent beaucoup de leur temps, qui sont acteurs de leur ville. Donc je pense qu'effectivement, ce serait une belle chose. Qui est alors, je propose de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Allez-y, monsieur Frère. N'hésitez pas à lever le doigt plus tôt pour qu'on puisse. J'ai pas eu le temps. Et monsieur, donc nous rouvrons le débat. Je suis d'une grande sérénité ce soir. Allez-y, monsieur Frère. Je lèverai la main plutôt la prochaine fois. Au-delà des acteurs et du sport, je pense qu'il faut parler aussi de la santé. Parce que les 1% qu'on va investir au niveau du budget national, c'est aussi investir sur la santé des concitoyens. Et on ne l'a pas forcément mentionné dans le débat. Mais 1% qu'on investit dans le sport, possiblement, c'est peut-être des millions qu'on va économiser au niveau de la sécu, au niveau des pathologies qu'on peut éviter sur le long terme et des millions qu'on peut économiser sur le long terme au niveau de la sécurité sociale. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, on peut se féliciter que nous avons une maison sport santé auprès de la jeunesse sportive d'Allonnes et qui fonctionne bien. Donc, effectivement, c'est un pan qui est très important. Monsieur Rémy ? C'est bon. Alors, hier, je suis allé au stade voir Paris Saint-Germain et Le Mans. J'ai vu Barcola, j'ai vu Dembélé, j'ai vu bien d'autres joueurs du Mans. Et donc, si aujourd'hui on arrive à parler de ces joueurs-là, parce qu'il y a eu un encadrement à la base. Et cet encadrement à la base, c'est la commune. Aujourd'hui, les joueurs français, vous faisiez allusion au football, s'exportent très bien. C'est parce qu'il y a eu cet encadrement à la base. Mbappé a commencé très tôt dans son club de Bondy et beaucoup d'autres encore. Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, qui sont devenus de vrais ambassadeurs pour les sports français. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je voulais ajouter. Les clubs sportifs ou les lieux sportifs, c'est les lieux par excellence de toutes les rencontres. C'est-à-dire, on est avocat, on est maçon, on est ouvrier, on n'a pas ces statuts-là, on se rencontre tous. Et donc, ça favorise un vecteur du mieux vivre ensemble. Et troisième chose que je voulais ajouter, là, je suis d'accord avec l'intervenant. Ah là là. Ah, vous avez le cerveau d'une femme. Ah, c'est ce qu'on dit. Et donc, troisième chose que je voulais dire, et là je suis complètement d'accord avec ce que disait l'orateur précédent, c'est que le sport, en général, participe de la santé. D'ailleurs, on a un adage qui nous vient de très loin, de la nuit des temps, un adage latin qui dit « mens sana, in corpore sano ». Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Très très bien, Rémi, il fallait le faire. Sur sport et santé, sport et en bonne santé, je partage, je l'ai dit précédemment, ce que disait Pierre-Adrien Frère. En même temps, il y a toutes les déribigamberies liées au dopage, ou alors la répétition des matchs de haut niveau. Moi, je suis très inquiet pour le rugby, par exemple. Vous voyez, donc c'est des fois plus compliqué. Vous voyez, il faut prendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le débat sur la table. Je partage complètement, parce qu'y compris localement c'est fait, mais il y a d'autres paramètres où le sport, c'est pas toujours forcément la santé. Et y compris à pousser à la performance à excès très jeune. Moi, je suis toujours. La gymnastique, je suis toujours un peu sidéré comment ils prennent les gamins très très jeunes et qu'ils les tournent dans tous les sens. Non, mais c'est comme ça. Je voudrais bien voir des études pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus à 30 ans, notamment ces jeunes filles, c'est souvent le cas, qui ont fait. Donc on a voté, je crois, malgré que... Donc on va passer à autre chose, là. D'accord, bon. Mais en fin de compte, un conseil municipal, c'est aussi du sport, vous voyez, comme quoi nous sommes des sportifs ici, les élus d'Allonnes. Bien, donc on va passer à la deuxième délibération. Donc, c'est la représentation de la vie d'Allonnes au conseil communautaire. Donc, je dirais, c'est proportionnel entre les listes qui sont présentes au conseil municipal. Donc, nous avons 6 élus de la liste Faisons Allonnes ensemble et puis un élu de la liste Allonnes autrement. Sur la liste Faisons Allonnes ensemble, les 6 noms, donc il y a la démission d'Oursoun.
Donc, sur la liste qui avait été présentée sur le bulletin de vote, donc il y avait Alexandra qui était listée, qui a donc, de fond, son activité professionnelle, elle est professeure des écoles, et comme ça se réunit pendant la journée, ce qui a posé d'ailleurs problème à Oursoun pour se rendre au conseil municipal, parce qu'on a des collectivités qui pensent que tout le monde est permanent élu. Hein. Il y en a qui bossent quand même, hein. Donc ça peut être compliqué. Donc on a proposé à Catherine d'être la jeune retraitée, d'être représentée, donc la ville d'Allonne pour la partie faisant Allonne ensemble. Donc c'est ce qu'on vous propose ce soir, et de valider cela. Et je dirais c'est la loi, hein, c'est mathématique. Hein. Et donc Catherine sera installée demain au Conseil de Métropole, puisque nous avons une séance du Conseil de Métropole qui commence à 16h. Voilà, donc pour ceux qui bossent. Vous voyez, quand vous êtes prof des écoles, tu as gagné le gros lot. Hein. Je le dis comme ça quand même, hein, c'est un vrai problème quand même. Et pour d'autres professions, hein, tu es dans une petite TPE ou PME, c'est pas toujours facile de se libérer. Il faut voter là-dessus? Oui. On prend acte. Alors, vous allez voter qu'on prenne acte, parce que maintenant, il y a des... Hein, alors, on vote. Qui est-ce qui prend acte, alors? Non, mais c'est comme ça que je vous dis. Hein, c'est la formule. Bien. Et donc, je passe la parole à Youssef pour la présentation du débat d'orientation budgétaire 2025 dans un contexte fort complexe. Merci. Effectivement, un contexte fort complexe, pour reprendre l'expression. Le DOB, le débat d'orientation budgétaire, qui est je dirais la phase politique de la préparation du budget, permet de donner un avis sur les grandes lignes du budget qui est en train de se construire depuis maintenant plusieurs mois, et qui va nous amener au mois d'avril au vote du budget. Je dirais que ce fait dans un contexte, et je dirais plus que particulier, je dirais un contexte complexe. Déjà un contexte international où je dirais que la guerre en Ukraine, qui commence à durer malheureusement dans le temps, a aussi des effets aussi financiers sur le contexte national et in fine le contexte local, avec la question de l'énergie et des matières premières qui continuent à impacter sur la question de l'inflation. Le conflit au Moyen-Orient aussi, qui est pas gage de stabilité financière, notamment sur les différentes places financières, et qui ramène de l'incertitude financière, et donc forcément un impact. Le contexte, je dirais aussi national, et qui plus est le contexte politique, avec un gouvernement qui a du mal, je dirais, à se mettre en place, pour ne pas dire plus, et notamment les premières annonces du projet de loi de finances 2025 qui nous avait déjà fortement inquiétés, avec des sommes qui étaient plus que folles, mais en tout cas des sommes qui avaient le mérite d'inquiéter les collectivités locales, notamment 3200 milliards de dettes, une hausse du chômage qui continuait, et puis des économies budgétaires à faire à hauteur de 60 milliards d'euros. C'est dans ce cadre-là qu'on avait organisé notamment notre première réunion publique. Et c'est compliqué parce que il y a le vote du budget, effectivement, ce sont des étapes, et comme monsieur le maire l'a dit, le DOB, le débat d'orientation budgétaire, est une obligation légale, notamment depuis la loi NOTRe, qui s'impose aux collectivités, et qu'ils puissent s'engager un débat dans toute transparence dans les collectivités, qu'elles soient locales, départementales ou régionales. Néanmoins, il y a aussi la question de la temporalité, et comment on organise un budget lorsque les éléments pour construire un budget soit nous arrivent pas, ou soit on est dans l'incertitude parce que nous n'avons pas tous les éléments, et que c'est compliqué de naviguer à vue lorsqu'il y a du brouillard. Toujours est-il, moi je voudrais commencer par ça, je dirais remercier les services pour leur dire qu'effectivement c'est pas simple de travailler un budget, et notamment en n'ayant pas tous les éléments, ou en tout cas des éléments qui bougent en fonction des jours, des semaines, voire des mois.
Néanmoins, juste pour vous donner un petit peu les grandes étapes du budget, donc fin novembre, le 26 novembre, une note de cadrage a été donnée à tous les services, et notamment pour que les commissions puissent commencer à travailler. Cette note de cadrage a été rédigée par le directeur général des services, qui donnait un petit peu les grandes lignes sur comment les services devaient travailler sur la construction du budget. 2 réunions publiques, et j'insiste fortement sur l'organisation depuis maintenant de 3 ans sur ces réunions publiques qui permettent, je dirais, à tous les habitantes et tous les habitants de la ville d'avoir tous les éléments en transparence, et on essaye de le faire le plus humblement possible dans un esprit d'éducation populaire, en donnant les éléments, en vulgarisant, je dirais, les questions financières, parce que c'est pas si simple que ça. J'ai essayé dans le cas du DOB aujourd'hui de vous donner le moins de chiffres possible, mais à un moment donné il faut bien donner des chiffres, parce que on parle quand même de finances, mais l'objectif de ces réunions publiques, c'est aussi de permettre à tout à chacun de comprendre comment fonctionne un budget, et surtout de comprendre quels sont les choix qui sont à opérer, et dans un contexte particulier, les choix qui sont encore plus difficiles à faire lorsque les annonces du gouvernement nous tombent, et quand les dépenses et les recettes doivent être à l'équilibre, parce que, comme vous le savez toutes et tous, la collectivité doit rendre une copie vierge, c'est-à-dire un budget à l'équilibre. Donc la réunion publique qui a eu lieu le 4 décembre, et la prochaine qui est programmée pour le 5 mars. Comme je le faisais référence tout à l'heure dans le cadre du vœu, on a suivi, je dirais, les propositions de l'auditoire lors de la première réunion publique, de rencontrer toutes les associations de la ville. Alors, je faisais référence en l'occurrence aux associations sportives, mais on a fait de même avec les associations culturelles, celles de l'éducation, de solidarité, etc. Et l'objectif, c'était d'aller au plus proche, je dirais, des difficultés par secteur, notamment avec le monde associatif, parce que le monde associatif rencontre bon nombre d'habitantes et d'habitants, et qui ils peuvent être aussi force de proposition, parce qu'ils sont aussi expertise des différentes situations. Donc la loi de finances 2025 a été votée, enfin non, n'a pas été votée, a été adoptée sans vote. J'allais faire une petite erreur par un 49.3. Donc tout ça, je dirais, j'allais dire, on est habitué. Néanmoins, ça pose fortement la question de la banalisation de la question démocratique. Je crois que c'est une vraie question qui se pose à nous aujourd'hui. Comment, de gouvernement en gouvernement, on vote des budgets qui est quand même un budget qu'il soit d'une collectivité ou un budget d'un État reste la colonne vertébrale, je dirais, politique et de choix forts. Et lorsqu'on propose un budget sans vote, je crois que c'est révélateur quand même d'une situation politique qui doit nous inquiéter, et qui nous inquiète déjà fortement. Donc le projet de loi de finances 2025, donc avec une motion de censure et la promulgation de la loi spéciale de finances, qui permet notamment aux collectivités de recourir aux impôts et de continuer à pouvoir fonctionner. Sur les collectivités, donc, les différents arbitrages sont assez simples. Donc, nous pouvons avoir des arbitrages sur la fiscalité, sur la tarification, sur le soutien au monde associatif, et aussi sur le niveau de l'offre de services publics. Et comme vous savez, la question du service public sur Allonnes, elle est déterminante, et on a toujours fait le choix de ne jamais dégrader le service public. Néanmoins, on ne peut pas faire avec moins, autant, parce qu'on a un budget qui nous est alloué et qui est amoindri. Sur la fiscalité, je vais prendre point par point. Donc, le coefficient de revalorisation des bases en 2024 a eu une augmentation de 1%, et ça a généré 54 000 euros. Pour 2025, si on était avec une hypothèse de 1% également, ça nous générait 52 000 euros. Sur la tarification, qui est en lien avec l'inflation, qui est prévue pour 2025 à 1,6%. Pour rappel, en 2023 et 2024, il n'y a pas eu d'augmentation pour les Allonnais, et une augmentation de 2,5% pour les non-Allonnais. Donc une augmentation de 1% pour les Allonnais et de 2,5% pour les non-Allonnais serait des pistes à prévoir. Néanmoins, on se rend compte que sur la question de la tarification, la marge de manœuvre est assez limitée.
L'accompagnement de subventions aux associations, donc, notamment les grosses associations qu'on appelle les subventions d'équilibre pour le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, donc une augmentation pour 2025 de 561 000 euros contre 499 000 euros en 2024, qui est vraiment révélateur d'une augmentation des besoins et des demandes sociales de la collectivité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur l'augmentation notamment du budget du CCAS. Sur le budget annexe et culture, donc identique, donc tout ça reste à confirmer parce que les services continuent à travailler sur et explorer les pistes budgétaires. L'Excelsior, donc en 2024, une augmentation de 54 000 euros, mais qui était due à une indemnité de licenciement. Et pour 2025, on prévoit un budget de 390 000 euros. Centre social, donc 430 000 euros pour 2025, et nous avions 426 000 euros en 2024, dont 10 000 euros d'emplois aidés. Et la question des emplois aidés dont on faisait référence va être un élément déterminant sur la construction du budget, notamment sur les associations qui ont des emplois et qui plus est des emplois aidés. Lorsqu'on voit les propositions qui sont faites, notamment sur comment on accompagne les emplois aidés, tout ça va avoir un impact fort sur nos budgets. Je fais une petite digression. Vous avez sans doute dû entendre que la question du pass culture, notamment dans les établissements scolaires, est fortement remise en cause. Et fortement derrière tout ça, ce sont des femmes et des hommes, notamment des intervenants qui autour de la culture, se questionnent sur comment ils vont continuer, parce que certains ont déjà commencé des projets. Donc j'étais au téléphone avec une chef d'établissement des Sablons ce matin, et qui me disait qu'ils ne savaient pas s'ils allaient continuer un projet autour du théâtre, et notamment pour des jeunes qui étaient déjà fortement investis. Et donc tout ça doit nous questionner aussi sur comment les collectivités, à un moment donné, par effet ricochet, vont être forcément sollicitées pour voir si on ne peut pas accompagner fortement. Mais au bout du bout, on se rendra compte que les collectivités ne peuvent pas tout résoudre. Les marges de manœuvre. Donc sur l'épargne nette, qui est la capacité d'autofinancement de la collectivité, nous avons une épargne nette en hausse, avec un remboursement de la dette à hauteur de 1,9 million d'euros en 2004 contre 2,7 millions d'euros en 2023. Pour 2024, le filet de sécurité est non reconduit. Le fonds énergie de Le Mans Métropole a été en baisse de 100 000 euros. L'amortisseur éligible ne sont pas éligibles. Et la baisse de la taxe électricité et la taxe sur les mutations immobilières qui est à hauteur de 75 000 euros. L'excédent brut de fonctionnement, qui est la ressource dégagée par le fonctionnement de la ville d'Allonnes, en hausse des dépenses de fonctionnement de 2,29% et une baisse des recettes à hauteur de 1,46%. Ceci nous amène à un excédent brut de fonctionnement de 2,7 millions en 2024 contre 3,3 millions en 2023. Les charges à caractère général, qui sont en gros les dépenses hors de dépenses du personnel, en gros qui assurent le bon fonctionnement de la collectivité en enlevant les charges du personnel, sont quant à elles en baisse de 1,83%, soit 82 000 euros. Les dépenses de personnel, donc entre 2023 et 2024, donc une augmentation de 3,54%, avec une des causes, la revalorisation des minima sociaux, l'avance de carrière, une politique d'optimisation des mouvements de personnel qui est mise en œuvre maintenant de nombreuses années, qui permet au service des ressources humaines de travailler de manière optimale sur les différents plans de carrière, mais aussi sur comment on arrive à déplacer du personnel en fonction des besoins, et aussi de l'évolution de carrière de chaque fonctionnaire territorial. Le résultat comptable de l'exercice 2024, donc avec écriture d'ordre, le résultat de fonctionnement, donc 8,3 millions d'euros. Le report du résultat de fonctionnement avec le recouvrement de l'investissement est à hauteur de 6,8 millions d'euros, qui nous permet d'avoir un résultat de fonctionnement qui nous maintient.
Les orientations pour 2025 et notamment les grandes orientations financières, l'objectif est de maintenir notre capacité de désendettement, continuer cette perspective, pas de recours à l'emprunt à court terme, contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement, l'inscription des dépenses de personnel à 5,28%, mobiliser et optimiser tous les dispositifs de subventionnement possibles pour accompagner les projets d'investissement. Je le dis, mais je le répète encore une fois pour que ça puisse être bien intégré. Beaucoup de projets n'auraient pas pu voir le jour si nous n'avons pas été en capacité d'aller chercher des financements parce que nous avons été, je dirais, très réactifs, et aussi parce que nous sommes une collectivité, notamment à travers son maire, qui arrive à avoir, je dirais, les informations à travers les ministères, à travers les différents appels à projets, etc., qui permet aux différents services d'être réactifs. Et on le sait que lorsqu'on est réactif et lorsqu'on répond au mieux au dossier, parce qu'on fait marcher les réseaux, parce qu'on peut nous dire à tort ou à raison, néanmoins la réalité elle est celle-ci aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets, et notamment d'évolution de la ville qui n'aurait pas pu être possible. Sécuriser l'avenir financier de la collectivité. Donc, l'objectif, c'est de maintenir un fonds de roulement conséquent et une trésorerie suffisante pour éviter les frais financiers et toujours avoir cette marge de manœuvre pour continuer à investir. Il est proposé aussi d'affecter l'excédent de fonctionnement après la prise en charge des besoins d'investissement, et cela nous permet d'avoir une épargne de précaution pour avoir, je dirais, une bouffée d'oxygène financière. En 2025, donc, les recettes seront en repli par rapport à 2024. Donc les recettes fiscales des ménages plus 1%, donc l'augmentation des valeurs locatives suivant l'inflation à 1,6-1,7%. Mise en perspective des évolutions des taux, donc baisse prévue du FPIC, et l'inscription également aussi des recettes avec une grande prudence vu les incertitudes, et les produits des services. Les charges de personnel, donc une évolution qui est budgétée à hauteur de 5,28%, j'en faisais référence déjà tout à l'heure. Et pour les autres charges, la consigne de modération budgétaire par tous les services et de mise pour le budget 2025. Pour le soutien au mouvement associatif, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une mise en perspective de l'évolution des subventions versées aux associations, et aussi une augmentation de la subvention d'équilibre du CCAS à hauteur de 62 000 euros, qu'il faut avoir en tête pour le budget 2025. En investissement, donc, continuer à avoir un investissement courant qui sont encadrés à hauteur de 500 000 euros. Avoir également aussi une réserve foncière à hauteur de 93 000 euros, et de plafonner, comme on l'a fait depuis de nombreuses années, le budget participatif à hauteur de 200 000 euros. Sur les projets d'investissement, donc la résidence autonomie avec une subvention d'équipement à hauteur de 2,4 millions d'euros, avec un financement, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le dernier conseil municipal, une délibération pour un financement sur fonds propres avec un lissage sur 4 années. Le pôle bien-être senior qui sera fait en VFA, donc en vente en état de futur achèvement, à hauteur de 1,13 million d'euros. Le pôle éducatif Langevin, 9,8 millions d'euros, également en 3 tranches. Et la relocalisation du Cube Campus numérique à hauteur de 600 000 euros. Une délibération qui va nous arriver tout à l'heure, mais aussi un projet de construction de terrain de basket 3-3 et l'aménagement d'un terrain déjà existant en 5-5 sur la plaine Launay, et aussi parmi les projets d'investissement à moyen voire à long terme, l'étude de faisabilité d'une crèche 40 berceaux. Le 400 berceaux, oui, ça aurait fait beaucoup. Je sais que la natalité peut reprendre, mais là, j'ai été un peu fort. Ouais, c'est ça.
le président de la République a dit qu'effectivement que les femmes ne bossaient pas assez bien dans ce pays-là. Sur le DOB et notamment sur le débat qui doit s'engager, notamment sur la construction du budget, mais comme on avait déjà pu dire sur les différentes réunions publiques, je dirais que ça va être un budget d'équilibriste où on nous demande à nous les élus d'être sur un fil, sur la pointe des pieds. Et de faire attention de surtout pas basculer. La difficulté, c'est que les besoins des habitants, des associations sont de plus en plus importantes. On le voit notamment avec le CCAS et notamment toutes les associations de solidarité qui font un travail remarquable dans la ville, nous alertent en nous disant que les difficultés sociales sont de plus en plus importantes, qu'il y a une vraie paupérisation, notamment des habitants, en l'occurrence des quartiers. Au bout du bout, ce sont les collectivités, ce sont les élus locaux qui sont, je dirais, en première ligne de choix. De gouvernement, de restrictions budgétaires. Et ça nous inquiète parce que, effectivement, lorsque les dépenses sont de plus en plus importantes au vu des besoins et que les recettes s'amoindrissent et qu'on nous impose d'avoir un budget à l'équilibre, effectivement, le budget 2025 se construit actuellement en commission avec les rencontres des habitants, qu'elles soient associatifs ou directement en tant que citoyens, à travers les réunions publiques, à travers les services aussi qui font un travail d'optimisation et de voir comment on peut faire des choix qui sont pas simples, et la question du service public qui reste, je dirais, le fil rouge de la collectivité, parce que plus on est en difficulté, on sait ce qui reste. Souvent, ce sont les questions de service public qui posent la question clairement de l'égalité de traitement entre tous les habitantes et les habitants, et in fine, la question, je dirais, de la solidarité. C'est dans ce cadre-là que j'engage le débat du budget 2025. Merci Youssef, c'est toujours un exercice, là aussi d'équilibriste, de présenter le débat d'orientation budgétaire. Alors, il y a eu commission des finances, il y a eu la réunion publique, qui était quelque part un DOB en direction des habitants et des associations. Je passe la parole à la première ou premier qui le souhaite. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Cordelet ? Effectivement, le contexte a été rappelé. Le budget qui est en train de se construire au niveau de l'État fait apparaître un certain nombre de baisses de dotation, notamment pour les collectivités. Et effectivement, tout le monde va être impacté. Donc ça, c'est indéniable. Les services ont fourni un travail important pour effectivement essayer de construire ce budget 2025 pour la ville. Dans tous les services d'ailleurs, j'ai fait un certain nombre de commissions et à chaque fois, tout était bien présenté. On a eu l'occasion de voir un petit peu les différentes priorités qui vont être, priorité 1, priorité 2 généralement, sur les différentes demandes d'investissement notamment. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, on l'avait déjà souligné un petit peu l'année dernière. C'est l'augmentation de la part communale de 1% sur la taxe foncière. On a sur Allonnes un foyer sur deux qui est propriétaire, parce qu'on a à peu près 48% de logements sociaux, c'est à peu près les chiffres. Et ce sont encore les propriétaires qui vont devoir mettre la main à la poche, qui vont voir leur taxe foncière augmenter. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Il y a une des propositions qui est faite dans ce DOB dans ce sens, pour récupérer à peu près 50 000 €. L'année dernière, vous avez fait remarquer qu'en cherchant bien, on arriverait à retrouver à peu près cette somme-là, que ce soit, je ne veux pas revenir dessus, mais bon, l'encart publicitaire acheté dans l'Humanité pour 12 000 €, que ce soit la banderole qui a été apposée ici contre la réforme des retraites, 4 000 € en frais d'avocat, etc. Bon bref, en cherchant bien, on arriverait à les trouver. Je me pose vraiment la question également pour cette année, puisque l'ordre de grandeur c'est à peu près le même, c'est-à-dire encore 50 000 €.
je prends un exemple tout bête, hein, la carte des vœux qui a été distribuée récemment aux Alonnais, enfin en tout cas une partie, eh bien ça coûte au total entre l'artiste qu'il faut payer bien évidemment, enfin, les artistes parce qu'il y a un photographe avec, les impressions, la distribution, etc. Ça coûte déjà 6 300 €. Bon, ben, moi je pense que les Alonnais, en tout cas ceux qui sont propriétaires, qui vont voir leur taxe foncière augmenter, bien préféreraient peut-être ne pas recevoir de carte de vœux et puis de voir leur taxe foncière ne pas augmenter. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un exercice qui est fait dans les entreprises qui rencontrent des difficultés financières, ce qu'on appelle du ligne à ligne, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail qui se constitue avec différents acteurs et ensemble, ils regardent ligne à ligne quelles sont les dépenses. Ça va de tout, hein. Ça peut être le nombre de feuilles pour la photocopieuse, c'est vraiment... tout est vraiment mis sur la table et on regarde ligne à ligne. Il y a des propositions qui sont faites et après, évidemment, il y a des gens qui tranchent. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir aussi un œil, je pense, objectif sur la situation. Et puis, des fois, ça permet de se dire, ah bah oui, bon, ça, effectivement, on dépensait de l'argent depuis des années là-dedans. Bon, finalement, c'était pas forcément très judicieux. Donc nous, on vous fait en tout cas cette proposition-là. Avant d'acter une éventuelle augmentation de la taxe foncière, c'est qu'il y ait un groupe de travail qui soit constitué, des élus de la majorité, des élus de l'opposition, éventuellement des gens des services aussi, parce que pour avoir le côté technique, et puis pourquoi pas aussi l'ouvrir à des habitants qui sont un petit peu érudits sur ces questions de finances, qui ont eu à gérer aussi par exemple des budgets dans des entreprises ou par exemple dans d'autres collectivités, et qui permettrait peut-être de voir où est-ce que l'on pourrait dégager certaines économies pour éviter justement de demander encore des efforts supplémentaires aux propriétaires sur la ville. Voilà, nous on vous fait en tout cas cette proposition-là, on verra ce qu'il en sera fait, et puis voilà, en tout cas, moi ça me paraît difficilement acceptable de voir encore une fois les propriétaires mis à contribution, déjà que la part communale, les bases des valeurs locatives ne cessent d'augmenter année après année. Hein. C'était il y a 2 ans, ça a été 7%, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis surtout, c'est aussi un moyen pour la ville de rester attractive en contenant en tout cas sa part communale sur la taxe foncière, parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent devenir propriétaires regardent de très près combien coûte la taxe foncière dans telle ou telle ville. Et je pense que pour rester, je dis, attractif par rapport aux villes que l'on a autour de nous, c'est un sujet. Donc voilà, nous, c'est la proposition qu'on vous fait, et puis on aura l'occasion, je pense, d'en discuter. Qui demande la parole sur... Alors, Maude, et puis après Youssef. Bonsoir. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Alors, 2 petites choses. Ce que vous proposez, soit. Il y a une petite chose qui m'a un petit peu dérangée, je vais dire ça comme ça, sur le fait de partir du principe qu'on ne pourrait faire intervenir des habitants érudits, ce qui veut dire que la plupart ne sont pas en mesure de réfléchir ou qu'on ne pourrait pas leur expliquer. Je fais cette intervention parce que lors des commissions éducation, petite enfance, tout ça, on a fait des groupes de travail avec des parents où on a fait de la pédagogie justement sur tout ce qui était le budget, et il y a eu des décisions, alors je reviens toujours, je suis désolée, mais sur notamment par exemple au prix de la restauration municipale. Mais moi je pense que quand on est dans la pédagogie avec les habitants, c'est pas parce que on n'a pas un bac plus 70 qu'on est plus idiot que celui qui a bac plus 70. Et qu'on peut très bien être quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise, machin, tout ça, mais on peut avoir un avis et éventuellement travailler sur des situations. Voilà. Non, très rapidement, mais juste pour, je pense,
bien me faire comprendre, mais vous l'avez dit dans la fin de votre intervention, hypothétique. Effectivement, je ne crois pas que dans mon intervention, j'ai proposé, ou en tout cas j'ai dit que nous allons augmenter la taxe foncière de 1%. On a toujours été transparent, et notamment lors de la dernière réunion publique, donc qui dit réunion publique était face à toutes les Alonnaises et les Alonnais qui souhaitaient être présents ce jour-ci. On a dit qu'effectivement, parmi les marges de manœuvre, elles sont pas illimitées, les marges de manœuvre d'une collectivité, notamment pour rendre ce budget équilibré. Parmi celles-ci, il y a la marge de manœuvre de la taxe foncière, de l'augmentation ou non. Et parmi les hypothèses, effectivement, on y travaille sur une augmentation, qu'est-ce que ça donne, une non-augmentation, ce que ça donne. Et effectivement, les services travaillent là-dessus, sur les possibilités. Donc, à aucun moment, et c'est le principe d'un débat, c'est que le budget va être voté au mois d'avril. Donc, l'objectif, c'est de ne pas faire de choix et de vote aujourd'hui, et notamment sur la question de la taxe foncière. Je crois que dans mon propos, je n'ai pas dit qu'il y allait avoir une augmentation d'1%. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention avant de... Cela, c'est pareil, c'est un vote pour avis qu'on fait. C'est qu'on donne avis qu'on a bien eu le débat d'orientation budgétaire. Ouais. Moi, je veux dire, Francine ? Voilà. Je voulais juste dire, en tant que membre de la commission finances, lors de la présentation, les services financiers ont en particulier été très prudents sur les montants des différentes dotations qu'on peut recevoir. Et comme d'habitude, elles ne sont pas intégrées dans l'évaluation de ce budget. C'est comme d'habitude, parce que évidemment, Allonnes, comme toutes les communes, n'est pas maîtresse de ses finances. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, en particulier de l'État, donc qui vient de faire passer, entre guillemets, un budget de force. Quelles sont les conséquences pour les communes ? Très compliqué de le savoir. Donc moi, c'est juste ça que je voulais mettre en avant, à savoir que cette élaboration de budget se fait avec beaucoup d'hypothèses qui peuvent être mises en débat. Et je pense que toute personne censée mesurera bien le côté aléatoire d'une décision compte tenu d'un contexte national, voire international, complexe. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Francine. D'autres interventions ? Peut-être de donner deux, trois réflexions dans ce débat. D'une, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc c'est normal que dans un débat, on mette sur la table toutes les options possibles, imaginables, quelles qu'elles soient. Parce qu'on parle de 1%, on pourrait aussi augmenter, comme l'ont fait des communes, la taxe foncière de 10%. Il ne faut pas écrire que c'est ce que propose le maire d'Allonnes. Non, mais je le dis en termes de... Non, parce qu'il y a plein de communes qui l'ont fait, et de toute sensibilité politique, les amis. Allez regarder à droite à gauche, parce que mais chacun juge dans son territoire, les situations ne sont pas complètement les mêmes. Voilà. La première chose, quand même, Francine vient de redire, mais Youssef l'avait beaucoup abordé dans son intervention, c'est la première fois que nous préparons un budget pour la commune dans de telles conditions. C'est-à-dire, en gros, on connaît à peu près les dépenses, mais on a comme plus que du flou sur les recettes de l'État. Youssef faisait référence au Culture Pass. J'étais ce midi avec Anne et Alexis devant le collège Kennedy à l'appel des enseignants et des parents d'élèves. Parce que là, effectivement, ils ont gelé le Pass Culture. 25 € par élève, par collège, ça fait 11 000 € d'enveloppe pour le collège Kennedy pour faire toute une série d'initiatives. C'est pas un détail quand même. Mais nous, on est un peu pareil. Moi, personne dans cette salle peut me dire quel sera le montant de la dotation de solidarité urbaine pour la ville. Quel sera le montant de la dotation de politique de la ville. Est-ce que nous aurons les mêmes financements pour les colos apprenantes, pour les quartiers d'été? Qu'est-ce qu'il en sera des adultes relais? La ministre nous a annoncé, nous a affirmé, annoncé qu'elle avait obtenu des arbitrages, qu'il y aurait une suite des adultes relais. Mais une suite, ça ne veut pas dire que c'est au niveau de l'année précédente, les amis. Et donc, j'utilise souvent l'expression, ça me rappelle quand j'étais au lycée, on a vraiment une équation à plusieurs inconnus.
au niveau, pour construire le débat, mais avec une chose qui est sûre, c'est que ça va être excessivement compliqué. J'ai vendredi le débat d'orientation budgétaire du conseil départemental. Eh bien, les départements sont dans une situation très, très, très difficile. Les lignes d'action sociale ne cessent d'augmenter, alors que les recettes, notamment les mutations au DPO, etc., sont en diminution très importante. Comment tu fais à un moment donné? Et en sachant en plus que le bras fiscal dans les communes est de plus en plus marginal. Et qu'on dépend de plus en plus, parallèlement, de plus en plus des dotations d'État. Donc ça, c'est une première chose que je voulais donner, parce que, voilà, on est dans une situation complètement particulière, on y travaille, et je remercie vraiment, comme l'a fait Youssef, les services et l'ensemble des élus qui ont participé, et l'ensemble des associations, et je remercie les élus d'avoir réuni dans chaque secteur les associations pour qu'on ait un travail vraiment le plus partenarial, participatif possible. Alors, M. Corday, vous avez utilisé deux fois la référence collectivité, comparée à une entreprise. Une collectivité, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, n'est pas une entreprise. La différence d'une collectivité, c'est que nous, on n'a pas, comme finalité, je n'ouvrais même pas un débat philosophique ou politique, on n'a pas la vocation à faire du profit, ce qui change quand même considérablement la donne. Et que le cœur de notre action, et on va dans le budget comme la ville d'Alonne, mais c'est vrai à Chanteloup-les-Vignes, enfin plein de villes que je connais avec des sensibilités différentes, c'est qu'on, devant la situation sociale, on a largement investi dans le service public, plutôt dans les services publics que dans le service public. Et il y a une traduction humaine. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas du numérique qui va remplacer la présence humaine. Donc première chose, la comparaison, toujours faire très attention. Alors après, vous avez fait un parallèle, je reprends vos mots, moi qui me ramène à des expériences actuelles pas terribles. Hein. Vous avez dit qu'il faut faire du ligne par ligne. Je vous rappelle, c'est exactement ce qu'a dit Christelle Morancet. Bah, si vous êtes partisan de faire du ligne à ligne, par ligne, et d'arriver à ce que construit Christelle Morancet qui met en danger les collectivités, les missions locales, les associations, le droit des femmes, il ne faut pas compter sur la majorité municipale pour aller dans ce sens-là. C'est pas ça, jamais avec nous. Je ne crois pas, chers collègues, à dire travestir ce que vous dites. Voilà, donc, non, nous n'adhérons pas à ça. Après, quand même, est-ce qu'en disant cela, ça voudrait dire que nous sommes laxistes? Non. Je peux vous dire que, et je remercie encore une fois de plus, et les différents services, et les différents adjoints, et les différentes commissions, en associant l'ensemble des élus de ce conseil municipal, majorité et opposition, il y a un travail très attentif pour que les dépenses inutiles, effectivement, on y regarde à deux fois. Mais on n'aura pas certainement le même avis sur dépenses utiles ou inutiles, mon ami. Eh oui, parce qu'on a une carte de vœux qui est attendue, regardée, qui est un vrai objet de communication à travers la France, je pense que ça rejaillit positivement sur les habitants de la ville. Positivement. Et moi, j'ai plein de retours de celles et ceux, notamment, déjà, pour rappeler, parce que tous les allonneurs ne reçoivent pas la carte de vœux, parce que contrairement à ce qui a été affirmé, c'est les responsables d'associations qui reçoivent les cartes de vœux, des membres des bureaux, etc., qui reçoivent les cartes de vœux. Moi, j'ai que des retours, oui, positifs. C'est comme des élus qui ont soi-disant, pour faire des économies, supprimé la cérémonie des vœux. Bah, excusez-moi, je pense que c'est magistral, erreur. C'est un moment privilégié de mettre autour, dans une salle, des acteurs, dans leur diversité d'une ville, privée, publique, entreprise, associative, personnelle, etc., pour discuter, agir. En gros, pour faire du lien social dans une société où ce lien social est en train de complètement, de beaucoup s'effriter, je vais pas en rajouter, et qui parfois remettent en cause la République. Bah, moi, je pense que c'est des dépenses utiles. Vous voyez, tout ce qui valorise, qui donne de la fierté aux habitants, qui font parler positivement de la ville et donc des habitants, eh ben je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs. Parce qu'autrement, alors là, déjà que c'est compliqué, on aggravera la situation. Un mot sur y compris, vous avez vu, parce que ça peut être relevé, mais ça sera au niveau du budget, je pense. Oui, la ligne personnelle, budget personnel, va augmenter. Mais je vous fais remarquer, je rappelle, qu'à effectif constant, du fait des conséquences des mesures de l'État non compensées par ce même État,
Effectivement, je pense que la CNRCL de mémoire, c'est combien? 70 000 euros? 180 000, vous vous rendez compte? 180 000. C'est du racket, hein. C'est une caisse qui a versé des milliards au système général et qu'aujourd'hui est punie par le gouvernement. Et donc, c'est les communes qui sont pénalisées. C'est inacceptable. Voilà, donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on prépare un budget dans beaucoup de difficultés, mais avec toujours, comme l'a dit Youssef, un budget qui est ambitieux, qui veut continuer à investir, qui veut continuer à protéger les habitants avec les services publics. Et donc, eh bien, alors, ça sera le budget que nous voterons au mois d'avril. Donc, on va continuer, les commissions vont se réunir, etc. Et puis, on tranchera effectivement sur quelles conséquences. Parce qu'on a évoqué, il a été évoqué la question du foncier, mais on pourrait aussi évoquer les tarifications. Parce que c'est aussi une petite marge de manœuvre, je vous l'accorde, hein, y compris l'accompagnement des associations, etc. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce débat d'orientation budgétaire en complément de ce qui a pu être dit dans ce débat. Donc, je vous propose de passer au vote. Alors, parce que c'est comme ça là, encore, hein, qui prend acte que nous avons bien eu un débat d'orientation budgétaire. Ça vous va, Stéphane? On a bien bossé? Bien. Oui. Bah oui, quand même, oui. Youssef, subvention concernant Mayotte. Oui, c'est juste une délibération qui acte après coup, je dirais, l'octroi d'une aide exceptionnelle de 1 500 euros au Secours populaire français dans le cadre de l'aide à Mayotte. Cet octroi a été fait lors d'un bureau municipal le 18 décembre 2024 et une cérémonie avait été organisée de remise officielle du chèque au secours populaire le 20 décembre. On y avait associé la Fédération des associations mahoraises et l'association alonaise Madarasati Fainia à cette cérémonie. Donc il fallait juste faire une délibération pour qu'on puisse verser cette subvention de 1 500 euros. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce vote de délibération. Merci Youssef. Il y a des demandes d'intervention. Vas-y Rémi. Alors, par rapport à cette subvention, je crois qu'un effort beaucoup plus important aurait pu être fait. On ne peut pas mettre l'Ukraine et Mayotte sur le même pied d'égalité. Mayotte, c'est la République. L'Ukraine, c'est un pays à part entière, en dehors de la France. Voilà, tout simplement. Oui, mais je pourrais te répondre, si vous permettez. Ah oui, vous pouvez. Je pourrais te répondre, Rémi. D'une, on le fait par rapport aux moyens financiers que nous avons dans cette commune, et puis en plus, les provisions que nous faisons. Mais justement, déjà, je trouve qu'on fasse une subvention pour un département français. Là, quand même, c'est un peu particulier, quoi. Parce que celui qui a la responsabilité de mener, que la République soit partout traitée à égalité, et donc à Mayotte, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être le cas. Donc malgré tout, comme on est une ville solidaire, qu'on a une communauté mahoraise, et on a proposé, comme on le fait avec notre partenaire, le Secours populaire, faire ce bout de chemin, tu vois. Mais quand même, moi je suis pour, y compris continuer à interpeller le gouvernement français pour qu'il remplisse. Vous voyez, quand même, quand on a eu les témoignages qu'à Mayotte, il y a des mômes, tellement il y a de mômes, ils vont à l'école le matin et d'autres vont à l'école l'après-midi. Vous vous rendez compte si on faisait ça dans les écoles d'Allen, toi? On va où, là? Et la responsabilité, là, c'est pas, on n'est pas dans un autre pays du Sud, ou comme on peut... mais on est vraiment dans un département français pour rejoindre ce que tu dis, Rémi. Donc je propose, et je conforte donc de faire voter sur cette subvention de 1 500 euros, qui est dans le fil conducteur, je dirais, de notre solidarité quand il arrive des choses qui sont terribles pour les populations. Et on s'appuie toujours quasiment toujours sur le Secours populaire, parce que le Secours populaire travaille avec des organisations locales, y compris achète du matériau sur place, pour permettre, y compris que ça aille très vite et directement vers celles et ceux qui en ont plus besoin. Parce qu'on sait bien, dans une période de crise, ça peut des fois être plus complexe. On passe au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre l'abstention? Je vous en remercie. Youssef, mais là, ça va être la dernière fois de la soirée, pour la 5e débat. À toi, Youssef.
Je me tais, promis. Donc délibération, c'est une délibération qui propose de demande de financement. J'en ai fait référence tout à l'heure dans le cadre des prochains projets d'investissement, d'un aménagement de terrain de basket 3-3 et la réflexion du terrain de basket 5-5. Il est proposé dans le cadre du programme des 5000 équipements sportifs pour laquelle on attend aussi, encore une fois, parce qu'on est beaucoup dans l'attente de beaucoup de choses en ce moment, on attend encore les notifications et un petit peu, je dirais, la direction du projet des 5000 équipements sportifs. Il est proposé de faire des demandes de subventions à la DETR des îles à hauteur de 50%, de l'Agence nationale du sport à hauteur de 30% et éventuellement au conseil départemental à hauteur de 20% pour le projet 3.3 et la réflexion l'aménagement du 5.5 sur la plaine Launay. Merci. Youssef, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette proposition? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre l'abstention? Je vous remercie. Francine, puisque Thomas a été rattrapé par la grippe, donc c'est Francine qui le remplace au pied levé. Oui, si c'était Thomas, c'est parce que c'était le domaine informatique, le domaine de la messagerie. Voilà. Donc, en fait, Le Mans Métropole met en place un schéma de mutualisation, et en particulier par rapport à la messagerie. Depuis, j'ai plus les dates en tête, hein, depuis longtemps, c'était la messagerie Zimbra, qui donne plus ou moins, on va dire, surtout moins de satisfaction en termes de fonctionnement. Donc, Le Mans Métropole a décidé de migrer vers Microsoft 365. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Alon fait partie de Le Mans Métropole. Et à ce titre, Alon se propose d'adhérer à cette convention, en particulier pour profiter du tarif proposé par l'UGAP, à savoir l'Union des groupements d'achat publics pour Le Mans Métropole. D'accord ? Donc, juste quelques petits chiffres fournis par Stéphane. Cette messagerie concerne 340 boîtes mail, donc de techniciens, d'élus, etc. Donc, c'est indispensable pour que Le Mans Métropole et ses communes fonctionnent. Le coût actuel, alors je suppose c'est la participation de la ville d'Alon, se monte à 10 000 €. Avec Microsoft 365, la première année, ce sera blanche puisqu'on sera toujours aux alentours de 10 600 €. Par contre, les années suivantes, on descend à 6 500 €. Donc, ce sera moins cher et, espérons-le, plus performant et efficient. Voilà. Donc, il vous est proposé de voter cette adhésion à cette convention. Merci Francine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Vous voyez là, par exemple, on a gratté 3 500 €, et comme quoi on est très attentif quand il faut pour sur ces questions-là. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril. Bonsoir. Alors en fait là, il y a deux rapports d'activité qui en fait en sont qu'un. Donc on va faire les deux rapports en même temps. Parce qu'en fait là, il y a un premier rapport d'activité sur le syndicat mixte Pays du Mans et le deuxième c'est sur le syndicat mixte du pôle métropolitain mobilité de Le Mans-Sarthe. Alors juste pour vous dire la différence, c'est qu'en fait dans le syndicat mixte Pays du Mans, il y a Le Mans Métropole et 5 autres communautés de communes, et dans le pôle métropolitain, il y a toujours Le Mans Métropole et 5 mêmes autres communautés de communes, plus une 6e qui est celle que la communauté de communes du Val-de-Sarthe. Donc en fait, ils ont fait un rapport complet avec le tout. Donc c'est pour ça que je vais parler qu'une fois et pas deux fois. Voilà. Donc en fait là, pour ces rapports, en fait, c'était pour vous dire en gros sur l'activité du Pays du Mans et du pôle métropolitain sur 2022-2023. Donc on est en 2025. Bon, on verra suite 2024 un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était pour... Et c'est quelque chose qui est obligé de passer devant nous pour bien prendre acte qu'il y a quand même des choses qui se sont faites au niveau du syndicat mixte du Pays du Mans.
Parce que, en fait, c'est des choses quand même qui sont assez importantes qui s'y passent. Car il y a une des choses qui est au Pays du Mans depuis très longtemps, c'est le SCOT, c'est le schéma de cohérence et d'orientation territoriale. Et là, il a changé un peu de nom, il est devenu SCOT AEC, Air, Énergie, Climat aussi. C'est-à-dire que le SCOT, au départ, c'était plutôt créé, en gros, plus pour en gros, toute la gestion des infrastructures routières et tout, comment on se déplaçait autour de... Sauf que de plus en plus, est venu derrière la question de mais qu'est-ce que ça implique de rouler? Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue mobilité? Et donc, en fait, il y a des impacts quand même environnementaux. Donc, c'est pour ça que le syndicat Pays du Mans a pris aussi ça en compte. Et en rentrant avec un SCOT Air, Énergie, Climat, et en acceptant le PAECT, donc Plan Air, Énergie, Climat Territorial, il s'engage à une neutralité carbone sur le territoire en 2050. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, quand on rentre dans le syndicat mixte Pays du Mans et tout ça, notre commune s'engage aussi à avoir de la neutralité carbone en 2050. Donc, ce qui n'est pas rien. Donc là, ça a été acté là, cette année. Donc, pour faire ça, derrière, c'est bien beau de se dire que c'est des élus qui se rencontrent et qu'en gros, ils ont décidé ça. Derrière, il y a quand même des actes sur des choses qui ont été faites avec le Pays du Mans. Une des plus très importantes là, en 2022, c'est le programme SUR. SUR, c'est le service unique de la rénovation énergétique. En fait, si vous allez sur Internet, sur le Pays du Mans, et vous tapez simplement SUR, voilà, si vous avez des idées de rénovation chez vous, vous avez un guichet unique. Vous rentrez sur ce site-là, donc c'est propre au Pays du Mans, hein. Vous rentrez sur ce site-là, vous expliquez vos besoins, et derrière, il y a des techniciens qui vont vous accueillir et qui vont vous expliquer ce qui est faisable, pas faisable, ce qui peut être financé. Et en même temps, il y a un accompagnement avec le financement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal fait. En sachant qu'il y aura toujours quand même, actuellement, ça travaille beaucoup avec la prime Rénov'. Il y a donc, bien sûr, une partie de reste à charge aux personnes. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a encore. Parce qu'en fait, souvent, là, j'ai été à une réunion où ils nous ont présenté, il y avait quand même un dossier, par exemple, une aide pour une rénovation pour 100 000 euros. Ils arrivaient à financer pour 70 000. Par contre, il y a quand même 30 000 euros à reste à charge. Mais il y a 70% quand même d'aide. Et ça, grâce à ce service qui est gratuit. Donc, c'est quelque chose pour dire quand même que malgré tout ça, il y a des choses qui se font sur le pays. Voilà. Donc ça, c'est quand même un des points importants. Et une autre chose qui s'impose aussi au niveau du Pays du Mans, donc vous m'entendez souvent en parler, c'est la ZAN, le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que même si on a un plan local d'urbanisme intercommunal sur le Mans Métropole, c'est au niveau du SCOT qu'il est décidé de combien on va pouvoir artificialiser. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas que les communes de Le Mans Métropole entre elles qui doivent savoir combien on va pouvoir artificialiser ou pas artificialiser, mais c'est au niveau du SCOT, donc des 5 autres communautés de communes autour du Mans. Voilà. Donc c'est vous dire que c'est un lieu quand même où ça discute. Voilà. C'est pareil, donc alors là, donc ça c'était plus sur la partie vraiment SCOT. Hein. Il y a d'autres choses qui sont faites d'un point de vue attractivité du tourisme et tout ça. Je vous laisserai un peu plus reprendre le rapport, hein, si vous arrivez bien à le lire, parce que c'est écrit en petit. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai les lunettes. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment, pour moi, enfin, j'ai mis là, en tout cas, sur la partie du Pays du Mans, vraiment les 2 points qui sont importants, qui ont été faits dans le 2022-2023. Et il y a la partie aussi, donc mobilité avec le pôle métropolitain. Alors là, c'est quelque chose qui a été fait sur le pôle métropolitain que nous, on n'a pas trop sur le Mans Métropole, parce que d'un point de vue mobilité, nous, on a quand même un outil qui s'appelle la CETRAM, et qui fait que la mobilité sur la métropole, c'est quand même la CETRAM qui le porte. Par contre, pour les autres communautés de communes, il y a quand même cette idée, c'est comment on se déplace.
Et c'est vrai que là, il y a par exemple tout ce qui a été fait auprès du Move and Go, avec la possibilité de louer des véhicules, des véhicules électriques pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est quand même pas mal. Il y a des contrats de covoiturage aussi, enfin partenariat de covoiturage qui a été fait avec Blablacar. Enfin, il y a des choses qui ont été vraiment faites au point de vue mobilité sur le territoire par l'intermédiaire du pôle métropolitain. Donc voilà, ça c'était... si vous voulez qu'on en discute un peu plus sur d'autres points, il n'y a pas de problème. Même si je suis pas dans le... Moi, je ne participe pas au Pays du Mans non plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'était les points essentiels que j'ai trouvés dans ces rapports pour les années 2022-2023. Ah si, j'avais quand même oublié le plus important. Si. Alors, c'est pas en 2022-2023, mais c'est en 2024 que ça s'est fait. Il y a alors, il faut que je retrouve le nom. Voilà. L'espace énergie-climat. Où derrière, ce qui est proposé au point de vue sur... Quand j'ai dit pour les particuliers, ça a été décidé de le faire aussi au niveau des collectivités locales. Et c'est-à-dire que mettre de l'ingénierie à la disposition des collectivités locales pour voir comment on peut diminuer notre empreinte énergétique. Surtout qu'il y a un rappel, décret tertiaire, 40% en moins par rapport à la période 2010-2020 en 2030. Et donc, nous, on en a profité, vu que c'était lancé, de commencer à déposer des dossiers pour faire des études sur les bâtiments de la ville. Donc voilà. Donc là, on a juste déposé les dossiers, c'est parti, et on est parti sur les études. Voilà. Mais ça serait normalement dans le rapport 2024. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces deux rapports? Là, on est au cœur du travail de mutualisation qui dépasse y compris le Mont Métropole, parce que des fois le périmètre, le Mont Métropole c'est un périmètre important, mais on a besoin d'aller plus loin, je pense aux mobilités, je pense à tout ce qui a été dit, la ZAN, etc. Donc le premier, qui est-ce qui est pour voter le premier? Alors on prend acte, c'est pareil, c'est quoi ça? On prend acte. Oui, on prend acte. Alors, ouais, mais il faut le faire deux fois. Qui prend acte du premier rapport? Merci. Bah oui, oui. Donc, qui prend acte du deuxième rapport? C'est vrai que des fois, on fait voter trop de trucs. Et je passe la parole à Maude pour la dernière délibération. Parce que Catherine, c'est pour ça qu'elle a un masque, elle n'est pas en hyperforme, elle a voulu absolument venir au conseil municipal parce que c'est un élément important, on la remercie. Donc, Maude, à toi. Donc, je présente la délibération numéro 9 concernant le recrutement d'une chargée de mission cité éducative. Sur les dispositifs contrats de projet. Donc, vous savez qu'on a le label Cité éducative qui a été signé la toute première fois en janvier 2020. Il a été renouvelé en 2024 jusqu'au 31 décembre 2026. Actuellement, nous avons une chargée de mission en poste depuis 2 ans. Et on propose de renouveler ce contrat puisque c'est quelqu'un qui est très repéré sur la municipalité par les partenaires, par les établissements scolaires, les parents. Enfin voilà, elle a fait tout un travail de lien avec tout ce petit monde. Juste pour vous rappeler, le label Cité éducative, c'est avant tout faire en sorte que tous les partenaires travaillant autour travaillant autour de la jeunesse de 0 à 25 ans puissent se mettre en lien. Il y a aussi des financements qui ne sont pas négligeables, bien évidemment, puisqu'ils sont de 250 000 €. Mais avant tout, c'est mettre en lien tous ces partenaires. C'est une réelle réussite depuis 2020, puisque nous avons encore cette année 4 nouveaux partenaires qui proposent des projets et tout. Donc, sauf que pour coordonner tout ça, il nous faut quelqu'un. Et donc là, c'est Charlotte Le Tessier qui, très honnêtement, coordonne d'une main de maître tous ces projets à Launay, mais elle est aussi en lien avec la cité éducative de Le Mans
Et c'est un vrai travail, là encore, partenarial, puisque, mine de rien, nous avons aussi un peu les mêmes populations, mancelles et alonaises, et avec des projets qui peuvent se regrouper. Et donc, elle fait aussi un gros travail de partenariat avec cette cité éducative mancelle. Donc voilà, je vous propose, et si quand même, il y a un cofinancement à 50% par l'État de ce poste. Je vous propose de valider ce recrutement. Oui, c'est pour ça que je le dis. Merci Maud. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Sur cette question-là de la dernière partie, ce que dit Maud sur le cofinancement de l'État, c'est une bataille permanente parce que nous, vous serez plutôt pour que l'État finance au moins 80%, ce qu'on avait obtenu dans un premier temps d'ailleurs. Mais ils mettent des règles, soi-disant, qui viennent du national. Maud l'a dit, il n'y a pas de coordinatrice, il n'y a pas de cité éducative. C'est aussi simple que ça, parce qu'il n'y a pas de dispositif qui existe s'il n'y a pas des femmes ou des hommes qui coordonnent, qui animent, qui relancent, qui travaillent, etc. Donc voilà, il faut qu'on y restions, nous restions très, très mobilisés. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on a fini l'ordre du jour du conseil municipal. Vas-y, Youssef. Ouais, encore, vous avez vu, je vous ai menti tout à l'heure. Non, très rapidement, juste pour vous dire que tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai fait référence notamment sur certains projets d'investissement. Là, certains vont se dire, il ne refait pas le DOB, j'espère. Non, c'est juste pour expliquer pourquoi ma prise de parole et elle vient de quoi. Tout à l'heure, je faisais référence notamment sur différents projets d'investissement qui permettent de continuer à faire grandir la ville, mais au-delà de faire grandir la ville, qui permettent d'accompagner les habitantes et les habitants sur des projets importants et qui rendent fiers les Alonnaises et les Alonnais. Et je disais que beaucoup de projets ont pu être rendus possibles parce que on avait un temps d'avance sur la réponse des appels à projets, et puis parce que on avait un maire qui était très engagé pour aller chercher des sous dans les ministères, etc. Et la réalité, c'est que depuis que maintenant je suis adjoint aux finances, je vois les montants de certains projets, et notamment les montants d'accompagnement et les pourcentages d'accompagnement sur des projets. Très vite, on se rend compte que si on n'avait pas ces accompagnements-là, il y a énormément de projets dans la ville qui n'auraient jamais vu le jour. Et dans ce cadre-là, moi, je voudrais vous faire remarquer que tout ça, c'est possible parce que certes, il y a des services qui ont travaillé pour faire répondre à des appels à projets, etc. Néanmoins, c'est parce que aussi on a un maire qui est très engagé sur toutes ces questions-là. Et cet engagement-là, il est fait pas uniquement, pas du tout d'un point de vue individuel, mais l'idée, c'est d'être dans le collectif et dans le bien commun. Il fut un temps où j'étais invité à un colloque, et puis fallait que je me présente, et lorsque je me suis présenté, j'ai dit à l'auditoire que politiquement, moi je suis pas encarté. Enfin, je le dis pour celles et ceux qui ne le savent, qui sont pas au courant qu'aujourd'hui, moi j'ai pas de carte auprès d'aucun parti politique. Néanmoins, lorsque je me présente, j'aime bien dire que je suis un enfant du communisme municipal. Et le communisme municipal, c'est quoi? C'est ce qui nous a permis, à moi et tant d'autres, des jeunes et des moins jeunes de la ville, de s'émanciper, de grandir, de faire en sorte qu'on ait pu avoir accès au sport, à la culture, et de nous permettre de se sentir, je dirais, libre, et in fine de se sentir vivant. Et je crois que Gilles, à travers son engagement de maire, a continué d'être un héritier du communisme municipal, et c'est avec beaucoup de plaisir moi que je voulais prendre la parole aujourd'hui pour dire que pour la promotion de janvier 2025, il a été décerné chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on puisse l'applaudir aujourd'hui pour cette décernation qui est amplement méritée. Merci Youssef, c'est sympa, ça m'a droit au cœur. Et quand quelques personnes m'ont interrogé sur... parce que j'ai rien demandé, moi, c'était proposé par un ministre. J'ai dit, je dédie vraiment cette médaille aux habitants des quartiers populaires, parce que moi-même, je suis issu du quartier des Glonnières, d'un quartier populaire. Et j'essaie de rendre modestement ce que j'ai pu, y compris dans une ville comme Alonne, je pense, y compris tout le travail fait avec les équipes de Robert Jarry, pour effectivement pouvoir accéder, pouvoir s'émanciper.
Et si je suis là aujourd'hui, le maire de cette ville, et puis quelques responsabilités nationales, c'est parce que j'ai rencontré des femmes et des hommes, des dispositifs qui m'ont permis de grandir. Parce que ce n'était pas écrit quand j'étais gamin d'une famille populaire, 4 enfants, un père routier et une maman. Son travail, c'était d'élever les 4 gamins. C'était déjà un gros boulot. Qu'aujourd'hui, j'aurais eu ce parcours. Voilà, donc merci Youssef et à vous toutes et tous. Puis vous pouvez compter sur ma détermination à rien lâcher et à continuer à défendre partout l'intérêt des habitants de la ville. Merci à vous, mais on boira un coup, bien sûr.